sans tarder, nous enchaînons avec une nouvelle table ronde qui a été pensée et qui va être animée par David Braunschweig. David Braunschweig, je ne sais pas s'il est là. Encore, il arrive, voilà. Avec nos deux invités, Frédéric Fillou et Gabriel Gauthier, nous allons nous interroger sur la possibilité de créer un environnement propice à l'innovation, à la croissance économique, à l'emploi et surtout à l'espoir. David, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à Gabrielle Gauthier, vice-présidente en charge des affaires gouvernementales et membre du comité exécutif d'Alcatel-Lucent, et à Frédéric Fillou, directeur général des activités numériques des Échos et auteur de la célèbre Monday Note sur les nouveaux médias. Cette table ronde est sur l'innovation à l'étranger. Et je voudrais la commencer en rendant hommage à une Française. Florence Devoire, la première présidente de la fondation Wikipédia, prouve qu'on peut, à partir de la France, avoir une influence déterminante sur l'expérience quotidienne de centaines de millions de personnes dans le monde, sans subside ni tutelle de l'État, en saisissant l'initiative et en entreprenant. Wikipédia est née sur la côte ouest des États-Unis, mais pourquoi pas en France? Peut-on espérer qu'un jour, un ressortissant du pays de d'Alembert et de l'encyclopédie soit à l'origine d'une idée qui, elle aussi, inspirerait et aspirerait à révolutionner l'accès à la connaissance? Sur 12 concepts qui, ces 12 dernières années, ont changé la vie de milliards d'êtres humains, un seul est né en Europe. Skype, conçu par 2 Estoniens et 2 Suédois, mais les 11 autres, dans les domaines des systèmes d'exploitation, comme iPhone, Android, de la communauté, Facebook, Twitter, LinkedIn, Match, de la connaissance, Google, Wikipédia, ou du commerce, Amazon, iTunes, eBay, ont tous leur origine outre-Atlantique. Certes, d'autres noms ont une présence importante dans leur pays, comme Baidu en Chine, mais ils ne représentent que bien peu de choses ailleurs. Et, en vertu des mécanismes bien connus, les entreprises à l'origine de ces initiatives finissent par acquérir une part de marché prépondérante dans le monde. Ces initiatives et leur genèse sont au cœur de notre propos. À l'instar de la révolution industrielle d'il y a 2 siècles, elles sont catalysatrices de talents. Elles suscitent la création d'autres entreprises. Elles contribuent à l'emploi, certes, mais surtout, elles éveillent l'espoir de toute une génération. Et pour cristalliser ces observations, je vous propose un petit tour d'horizon de 3 lieux qui ont été le creuset d'innovation fondamentale à l'étranger. J'aimerais ensuite recueillir les réactions de mes collègues pour déboucher finalement sur des idées fortes pour la France. Le point d'arrivée étant, comment susciter en France une grande idée, une idée porteuse d'un potentiel transformateur, sans laquelle une nation se voit reléguée à un statut de suiveur? La Silicon Valley au sud de San Francisco est la pépinière par excellence de l'innovation technologique. Aujourd'hui, elle reçoit près de la moitié de l'investissement en capital risque aux États-Unis. Et sur les 12 sociétés innovantes que j'ai mentionnées, 9 se trouvent dans cette vallée, sur une étendue géographique inférieure à l'aire urbaine de Paris ou de New York. Pourquoi là? On cite souvent le rôle moteur de l'université de Stanford, véritable pont entre la recherche et l'entrepreneuriat, la dimension continentale des États-Unis, relativement homogène, avec un pouvoir d'achat considérable et une passion pour la nouveauté, un dynamisme économique ouvert à l'investissement, l'immigration de ceux qui, par leur talent et leur motivation, passent du milieu à la tête du peloton, et aussi un esprit qui valorise la réussite individuelle, tout comme le droit à l'erreur et où l'expérience d'un échec initial est acceptable. Et à terme, l'effet boule de neige ne saurait être estimé. On comprend bien comment la Silicon Valley continuera encore, et pendant longtemps,
a suscité des innovations marquantes. En Angleterre, une toute autre image s'esquisse. À première vue, la réussite de Cambridge s'appuie aussi sur le rôle moteur d'un environnement universitaire de pointe. Au cours de son histoire prestigieuse, Cambridge a su promouvoir des avancées technologiques dont l'impact a été mondial. Mais, à la différence des États-Unis, dans le cas du Royaume-Uni, pas de grand marché captif, ni, en toute franchise, de dynamisme commercial exceptionnel. Et c'est bien l'orientation internationale de Cambridge qui est clé. De part de ses débouchés commerciaux outre-Atlantique, bien sûr, mais aussi du fait de ceux et celles venus du monde entier pour y créer des centaines de sociétés embryonnaires. La figure emblématique de la nouvelle économie de Cambridge est, elle aussi, venue d'ailleurs. Hermann Hauser s'y installe pour parfaire sa connaissance de l'anglais, à partir de sa Vienne natale. Docteur de l'université de Cambridge, il y développe un ordinateur qui révolutionne l'informatique européenne. Son entreprise est cédée à Olivetti, et il décide alors de prendre le contre-pied des acteurs dominants centrés sur les microprocesseurs PC comme Intel. Il imagine une puce spécialement adaptée aux mobiles. Son entreprise, ARM, fournit à Apple le cœur du Newton, un assistant numérique portable qui échoue commercialement dans les années 90. Mais lorsque, 15 ans plus tard, Apple décide de développer l'iPad, c'est tout logiquement Hauser à qui Apple demandera d'équiper ses microprocesseurs, avec le succès que l'on sait. ARM jouit aujourd'hui d'une position de leader dans les puces pour les tablettes. Mais Hauser ne s'arrête pas là et il fonde une autre entreprise, toujours à Cambridge, qui devient rapidement un leader de la génomique moderne. Le prestige de ces inventions et de leurs promoteurs suscite un écosystème autour de cette ville-université qui truste aujourd'hui plus du quart des investissements à capital risque dans le Royaume-Uni et de près de 10% des investissements européens. C'est donc bien l'ouverture à l'étranger, dans les esprits et dans les marchés, qui a été le vecteur de grandes innovations à partir de Cambridge. Parfois, cette ouverture n'est pas une option, mais elle s'impose comme une évidence. Et c'est le cas d'Israël qui tire de ses handicaps, son marché minuscule et son isolation géoéconomique, un avantage comparatif. Ici, l'orientation internationale était une nécessité. Une économie qui, il y a 30 ans, était connue essentiellement pour ses exportations agricoles, s'est métamorphosée grâce à la haute technologie. Aujourd'hui, Israël est le deuxième centre d'innovation mondiale après la Silicon Valley. Comment cette transformation s'est-elle faite? Certes, Israël pouvait compter sur un réseau d'universités performantes, des ingénieurs en nombre et en qualité, une certaine audace commerciale, des liens étroits avec le grand marché des États-Unis. Mais ces facteurs n'expliquent pas tout. Ici, l'élément décisif est plus du ressort des circonstances que des conditions préexistantes. Quand l'État décide, en 1987, d'abandonner un projet coûteux d'avion militaire, des centaines d'ingénieurs à la pointe de l'électronique et de l'informatique se retrouvent du jour au lendemain sur le marché du travail. Et soudainement, les énergies créatrices de concepts, d'investissements, d'entreprises et d'emplois se libèrent. Au même moment, l'État lance un projet de soutien aux jeunes pousses, fournissant des fonds à parité avec les investissements externes et allège la fiscalité des sociétés. Des entreprises phares apparaissent dans le domaine de l'irrigation et de la gestion des ressources de l'eau, dans la sécurité informatique, les applications médicales, les télécommunications et l'espace. Dans le secteur naissant de l'Internet, des concepts radicalement nouveaux voient le jour et se transplantent rapidement au reste du monde. Aujourd'hui, Israël connaît la densité la plus élevée de start-up et reçoit des investissements à capital risque 3 fois supérieurs par habitant qu'aux États-Unis et 30 fois plus importants qu'en Europe. Un pays dont la population atteint à peine les 3/4 de celle de l'agglomération parisienne, attire autant d'investissements externes vers ces start-up que la France et l'Allemagne réunies. Et les multinationales ne s'y trompent pas. Intel, leader des microprocesseurs, génère près de la moitié de son chiffre d'affaires pour les mobiles à partir de ses usines en Israël, où elle emploie plus de 8000 personnes. D'autres entreprises géantes, Oracle, Microsoft, Google, Alcatel-Lucent, et moins grandes comme ARM, ont établi une présence importante en Israël, notamment pour la recherche et le développement. Le résultat, une croissance qui éclipse celle de l'Europe avec un taux de chômage plus modeste. Sous-tendant cet essor, la diversité humaine du pays, grâce notamment aux immigrations de l'ancienne Union soviétique. Ces 3 exemples, tous différents, ont quelque chose en commun. C'est l'ouverture. Qu'il s'agisse de leur orientation commerciale ou de leur capacité à attirer des hommes et des femmes du monde entier vers des entreprises naissantes locales.
En France, cette ouverture est insuffisante. Ouvrons donc nos portes à ces talents et à ces capitaux. Et pour commencer, même en période électorale où la tentation populiste peut s'avérer irrésistible, mettons un frein à la diabolisation de la finance à gauche ou des Français de l'étranger à droite. Merci. Je voudrais maintenant recueillir les impressions de mes collègues. Merci David pour ce panorama impressionnant et très synthétique en fait, des avantages comparés des systèmes innovants de par le monde. Pour ma part, je suis effectivement dans une grande entreprise à un poste d'observation, si vous voulez, privilégié, puisqu'on a, avec nos labos Bell Labs, un système de recherche où on peut effectivement comparer. Donc on a des laboratoires dans plusieurs continents, bien évidemment issus des États-Unis, mais aujourd'hui on en a en Inde, on en a en France, la Bell Labs France, on en a en Israël, on en a en Corée. Voilà. Donc, et l'innovation est véritablement, dans une période peut-être chahutée d'ailleurs pour les grands constructeurs que nous sommes, et dans notre DNA, c'est notre raison d'être et nous savons absolument que c'est notre survie. Et donc, permettez-moi juste d'abord un petit point particulier sur l'entreprise où je suis, puis j'essaierai de vous donner quelques idées un peu plus générales des systèmes, de réagir sur ce que vous avez dit. Nous cherchons régulièrement à innover. Nous avons d'ailleurs, il y a quelques jours, été classés parmi les 50 entreprises par la revue du MIT. Nous avons rejoint le palmarès des 50 entreprises les plus innovantes au monde, dans un contexte qui n'est pas évident. Je vous sors juste, je vous ai apporté notre dernière petite innovation. Les antennes du futur seront ça, les antennes de téléphone mobile. Et ça, c'est des antennes qui utilisent les technologies cloud. Vous ne les verrez plus sur les toits, ou quasiment plus. Voilà un exemple. Et pour nous, c'est absolument essentiel de garder cette avance en permettant à l'innovation d'éclore dans un monstre que nous sommes, donc en permettant justement à des petites équipes innovantes de continuer à phosphorer sur des thèmes qui ne donneront pas forcément lieu à une recherche future, mais en donnant la puissance que nous avons pour industrialiser rapidement ces innovations. Alors tout ce que vous avez dit est juste. Je pense que ce qui caractérise quand même, on n'innove pas il y a quelques centres très particuliers qui sont ceux que vous avez cités et qui sont caractérisés par quoi? La densité au kilomètre carré d'un écosystème, d'une intelligence de gens qu'on rencontre, avec lesquels on peut échanger, où un échec n'est pas un échec parce qu'on rebondit vite. Ben, vous les avez cités, il y a la Californie, il y en a 3-4 aux États-Unis. Hein. Il y a New York, il y a Austin, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être le Texas. Ensuite, en Europe, en France par exemple, il n'y en a pas 36. Il ne peut pas y en avoir 36. Et moi qui suis fondamentalement une décentralisatrice dans l'âme, c'est effectivement difficile. On essaye de faire ça à Saclay, peut-être. On arrivera peut-être à faire ça à Saclay. Et puis, vous avez cité l'Israël. Israël, parce qu'il y a la densité, c'est un petit pays, la densité qui fait que la richesse de personnes, de PME, mais également de grands groupes au kilomètre carré, permet cet échange et cette fertilisation croisée. Deuxièmement, il y a la taille du marché intérieur, et c'est un des gros handicaps, vous l'avez cité, en Europe, la taille. Tout de suite, on a la scale, parce que étendre une innovation du Tennessee à l'Oklahoma est beaucoup moins coûteuse que de l'étendre de France en Allemagne, en particulier quand c'est une innovation liée grand public et liée à la culture. C'est ce qui explique, par exemple, un Dailymotion était très en avance sur YouTube, parce que la technologie de la Dailymotion était en avance. Et Dailymotion ne s'est pas exporté aux États-Unis, YouTube a tout de suite eu la taille. Donc voilà l'exemple de... c'est une réussite, mais si vous voulez, pas à l'échelle de ce qu'est YouTube aujourd'hui, à cause de ça. Vous avez cité Skype. Skype, l'Europe est bonne dans les innovations technologiques, et Skype n'a pas souffert de cette différentiel culturel. Skype a pu transcender les frontières. Et puis je vous signale quand même qu'aujourd'hui, Skype n'est plus européen. Donc troisième facteur, c'est effectivement l'écosystème du financement, des VC, mais vous l'avez bien décrit. Il y a l'acceptation de l'enrichissement personnel comme motif légitime, et les VC naissent aussi de ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les VC sont des gens qui ont réussi, qui ont du temps à consacrer à des jeunes pousses. En Europe, ce sont soit des banquiers, soit des gens qui le font
pour diverses raisons, mais qui n'ont pas le temps à consacrer parce qu'ils doivent continuer à travailler par ailleurs, par exemple. C'est très différent. Il y a un écosystème de gens qui ont réussi, qui donnent leur temps et qui investissent et qui font de ça leur profession. Ce qu'on n'a pas de ce côté-là de l'Atlantique. Et puis, il y a l'écosystème de formation, plus souple, tout au long de la vie. Aux États-Unis, on se reforme et on peut faire une start-up technologique sans avoir été trained engineer from the start, au début. Ce qui est impossible chez nous, parce que chez nous, à partir du moment où on n'est pas dans la case ingénieur dès le début, on a beaucoup de mal de reprendre des études, de se reformer et de se réorienter. Et pourtant, ça serait bien utile. Voilà un certain nombre des raisons. Je pourrais donner d'autres illustrations d'entreprises. Cet écosystème, ce que nous avons peut-être, c'est cet écosystème grandes entreprises, petites PME. Les grandes entreprises peuvent étouffer les PME, les grandes entreprises peuvent les faire grandir. Nous avons 3-4 exemples d'entreprises sur lesquelles aujourd'hui que nous avons acheté, que nous avons biberonné, Velocix, un certain nombre d'entreprises comme celle-là, que nous avons racheté, que nous avons fait grandir, et où on essaye toujours de garder cette espèce à l'intérieur d'un grand groupe comme le nôtre. Nous hébergeons également dans nos labos énormes tout un écosystème de PME. Donc je crois beaucoup à l'écosystème PME grand groupe également. Merci. Frédéric, tu as vécu aux États-Unis. Et tu as été aux premières loges de certaines expériences humaines qui t'ont permis un peu de voir directement comment ça se passait. Moi, je voudrais simplement répondre à la question qui est posée aujourd'hui par une double anecdote. La première, ça a été mon premier contact avec la Silicon Valley. C'était au tout début des années 90. J'étais le correspondant de Libération à l'époque sur la côte Est. Et je me suis rendu à Palo Alto, à Stanford, pour faire un papier sur la nanotechnologie. Alors j'ai mis divers rendez-vous et puis de façon tout à fait informelle, le soir, il y a 2-3 personnes qui m'invitent à dîner. D'abord, je repère que sur leur carte de visite, il y a un petit A en rond comme ça, donc c'est l'arrobase. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On m'explique, ça, cher ami, c'est très important, c'est le système nerveux de la recherche aux États-Unis. Donc la phrase est quand même restée très implantée dans mon cerveau. Et après, on convient de rendez-vous, je restais là 3-4 jours, et là, des professeurs qui n'avaient rien à voir avec la nanotechnologie, il était professeur de computer science, et il a été d'ailleurs l'un des enseignants, il a eu comme illustre élève Larry Page et Sergey Brin, les deux fondateurs de Google. Il me donnera dans les 3 jours où je resterai 3 rendez-vous différents. Le premier rendez-vous, c'est dans son bureau du labo de Stanford, de computer science, donc environnement classique avec des étudiants qui vont et viennent. Le deuxième rendez-vous, c'est son petit bureau dans le centre de Palo Alto où il est consultant pour une firme qui s'appelle Compaq à l'époque, qui a disparu. Et le troisième rendez-vous, il m'emmènera un peu plus loin, à une 40aine de kilomètres de là, dans une start-up qu'il a co-créée, qui s'appelle à l'époque HAL Computers, qui pariait sur une technologie, d'ailleurs pari perdu, puisque la société a fait faillite. Et j'ai eu là, en ayant ce rendez-vous avec cette personne, vraiment un aperçu de ce qu'était l'université à l'américaine telle qu'elle fonctionne bien à Stanford, c'est-à-dire quelqu'un qui est professeur d'université, qui a un contact avec les étudiants au quotidien et avec ses pairs naturellement, qui est investisseur dans une entreprise et puis qui n'hésite pas à faire du consulting. La deuxième anecdote, c'est ma rencontre quelques années plus tard avec Jim Clark. Jim Clark, c'est peut-être un nom qui dit quelque chose aux plus anciens d'entre nous sur l'Internet, c'est le créateur de Netscape, entre autres choses. Jim Clark est aujourd'hui âgé de 68 ans, il a une carrière tout à fait étonnante. C'est quelqu'un qui naît, donc il y a 68 ans, à Plainview, au Texas, dans un endroit complètement perdu. Et il est originaire d'une famille terriblement pauvre, ils ont à peine de quoi manger, m'a-t-il raconté. Et pour l'extraire de sa misère, sa mère choisit de l'envoyer dans la Navy, dans la US Navy. Et là, les gens de la Navy se rendent compte que le Jim Clark en question est extrêmement fort en mathématiques et en physique, et il décide de lui faire suivre tout un cursus qui se terminera à l'université d'Utah, où Clark obtient son doctorat en computer science. Après, il enseigne dans 2 universités, l'université de l'État de Californie, Santa Cruz, à Santa Cruz précisément, et puis il finit également par être enseignant ou assistant professeur à Stanford. Et là, en 1982, il a 38 ans, il prend 5 de ses étudiants, et là on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure en ce qui concerne l'interpénétration entre l'université et le business. Et à l'époque, lui est un grand spécialiste des images en 3 dimensions.
qui est un champ informatique un peu nouveau, mais qui va se révéler quand même très important. Il prend 5 de ses étudiants, il lève du capital et il va créer une société qui s'appelle Silicon Graphics. Et Silicon Graphics va devenir, à cette époque-là, le numéro 1, va dominer le marché de la 3D. Tous les premiers films d'Hollywood qui sont créés en 3 dimensions avec des images de synthèse, notamment les premiers Jurassic Park, la guerre des étoiles, sont créés sur des machines Silicon Graphics. Il reste là une douzaine d'années. En 1993, à la suite d'un incident au conseil d'administration et puis d'une grosse divergence avec son board, on lui demande de partir. Et là encore, c'est lui qui me l'a raconté. Son dernier jour d'école, il dit plus ou moins c'est un jour assez relax. Il est dans son bureau à Mountain View. Et il a un de ses ingénieurs qui passe le voir, il lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Bon, je ne sais pas trop, il n'a absolument pas de problème d'argent, il est multimillionnaire. Et le type lui dit « Tu devrais regarder, tiens, je te mets sur ta machine, je te lance un applicatif intéressant qui est un truc qui s'appelle Mosaic. » Alors là aussi, pardon de faire de la paléontologie technologique, Mosaic c'était le premier navigateur sur Internet, le tout premier navigateur qui exploitait le langage HTML. Et là, Clark se balade avec son mulot, il regarde, il trouve ça quand même vachement intéressant, et il se dit, oh là là, ça c'est quand même, might be the next big thing. Et il fait un mail, il se procure le nom des étudiants qui ont mis au point ce programme Mosaic, et puis il fait un mail à un jeune garçon qui s'appelle Mark Andreessen, qui officie au National Center for Supercomputing Application, dans un endroit perdu au sud de Chicago qui s'appelle Champaign-Urbana. Je vous déconseille vivement d'aller à Champaign-Urbana, c'est un endroit absolument épouvantable. Et puis, il lui fait un mail dans lequel il lui dit, voilà, mon nom est Jim Clark, je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin vous le serez en tout cas, j'ai été le créateur de Silicon Graphics, je suis viré, votre truc est très intéressant, j'aurais beaucoup aimé vous rencontrer. Ils engagent le dialogue. Quelques semaines plus tard, le Mark Andreessen vient en Californie. Il passe plusieurs soirées, m'a raconté Clark, à boire pas mal de Bourgogne. Et Clark dit, il faut que je crée une entreprise autour de ces jeunes gens. 3 semaines plus tard, tout ça se fait, comme vous le disiez, dans un laps de temps extrêmement court. Il prend l'avion pour Champaign-Urbana, Chicago, puis il loue une voiture, il va à Champaign. Il s'installe dans le LinkedIn local. Il convoque les étudiants pour des entretiens d'embauche. L'anecdote est marrante, il rédige lui-même les contrats d'embauche sur son propre ordinateur qu'il faxe à l'hôtel de façon à ce que les gamins puissent signer leur contrat de travail et il embauche tout le monde et il crée Netscape. Et il met 5 millions de dollars de sa poche, ce qui pour lui est une somme assez abordable, qui deviendront 2 milliards de dollars lorsque l'entreprise sera rendue à AOL. Donc voilà, je trouve que cette anecdote résume très bien cet écosystème dont on parlait tout à l'heure, avec effectivement une interpénétration entre la recherche universitaire, l'accès au capital et l'entrepreneuriat qui est d'ailleurs un véritable état d'esprit, puisque la fille de Jim Clark en question sera une des cofondatrices de YouTube, et en plus de ça, Jim Clark a même lui encouragé ça en donnant 90 millions de dollars à l'université de Stanford, renforçant un petit peu plus ce cercle vertueux. Belle illustration, merci. Je voudrais terminer en nous demandant à nous trois de passer pas plus d'1 minute sur la grande idée qui pourrait aider la France à promouvoir une grande idée, une entreprise qui pourrait mettre sa marque dans le monde. Gabrielle, 1 minute. 1 minute. Je pense que c'est les jeunes et l'entrepreneuriat. Et le temps, l'urgence, sentiment d'urgence et oser. Voilà les 3 idées. Il y a encore un sondage qui montre que encore 75% de nos jeunes veulent être fonctionnaires. Quels sont les capitaux que vous allez attirer dans un pays où 75% de la jeunesse rêve d'être fonctionnaire? Donc obliger peut-être les jeunes à faire des stages. À l'étranger, c'est déjà fait, dans les PME, pas dans les grands groupes. Je plaide contre ma chapelle, dans les PME. Et le temps, une de nos études de Bellapps montre que la ligne de code tricée en Europe, de chaque côté de l'Atlantique, une PME chez nous réfléchit un temps fou. Oser, c'est faire, c'est pas uniquement penser. On pense très longtemps avant d'oser de trisser du code, donc on est flat, et après, la ligne de code part vertigineuse. Aux États-Unis, c'est on ose, on tâtonne de façon linéaire, mais rapidement, pour prendre rapidement. Donc le temps. Donc, osons plus vite. Plus vite.
Moi, j'oserais quelque chose au niveau des grandes écoles, parce qu'en France, on a quand même une école d'ingénierie et puis une école mathématique qui est quand même assez formidable. Mais on constate malheureusement que l'ambition des gens qui font Polytechnique ou qui font des grandes écoles, c'est avant tout d'aller bosser pour les grands groupes. Et de ce que je crois constater, en tout cas les personnes que j'ai interrogées m'expliquent que l'exposition à l'entrepreneuriat chez tous ces jeunes cerveaux brillants est extrêmement faible. Donc personnellement, moi je mettrais dans leur cursus une exposition à l'entrepreneuriat beaucoup plus importante, c'est-à-dire qu'au lieu qu'ils rêvent d'aller faire un stage chez Thales, on leur obligerait à aller faire des stages dans les startups. Ce serait déjà un premier truc pas mal. Et dernier élément, lorsqu'ils passent leur concours, moi je les sommerais de présenter un business plan à un jury de professionnels et une partie du classement final serait jugée sur la qualité et la réalisation et le caractère réaliste de ce business plan. Voilà 2 idées concrètes. Merci. On ne s'est pas concerté, on a la même idée. Et j'en ajouterai une petite. Je crois que dans le pays de Colbert, on ne peut envisager une initiative sans rôle central de l'État. Mais il s'agit quand même d'être orienté vers l'étranger et de faire venir et d'encourager la participation de personnes, de capitaux de l'extérieur. Et donc je crois que ce qu'il faut faire en France, c'est diminuer et pas augmenter les impôts pour les sociétés, pour les individus, attirer ces capitaux de l'étranger, attirer leur participation, et ça stimulera l'activité, ce qui contribuera, comme notre prédécesseur d'outre-Atlantique l'a suggéré, à réduire les déficits à cause des ressources et de l'activité nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les 3.